Et la peau, elle est verte, non? Oui, elle est verte. Ben voilà. Après, je l'achète bien, ça va marcher. Voilà. Impec. Vous pouvez demander à une personne de se connecter et de voir si la personne au Oui. départ parle. J'envoie un petit mail à l'intervenant, déjà, en même temps, d'accord. Voilà, nous enregistrons la séance. Alors, je vais vous présenter très rapidement Éric Marcel Onana. Et puis, Éric, il faudra surtout compléter, corriger, hein, si jamais j'ai raté des épisodes, ce qui est tout à fait possible. Alors, Éric Marcel Onana a soutenu une thèse sur l'Institut de statistique du Cameroun à l'université d'Yaoundé 1. Il me semble que c'était en 2019, mais ça, il faudra confirmer, sous la direction c'était Raymond Ebalé, donc qui est professeur aussi au Cameroun, hein, à l'université de Yaoundé 1. Voilà, et depuis, Eric Marcel Onana continue à travailler, hein, sur les statistiques au Cameroun et aussi ailleurs, parce que les approches sont souvent des approches assez comparatives. C'est un des piliers du réseau international COUNT, donc qui se consacre, hein, avec un certain nombre de doctorants, de collègues aussi, hein, du continent africain et aussi en Europe, hein, qui se consacrent à des recherches, hein, justement sur le chiffre. Donc, merci beaucoup, Eric, d'être là parmi nous. Et on attend avec impatience la présentation de la statistique publique au Cameroun, un héritage colonial, point d'interrogation. Je vais juste me permettre une petite parenthèse. Pour les connexions futures, vous aurez accès, enfin, tous les liens vers la connexion pour les différents séminaires. Les liens se trouveront uniquement, parce que ça peut, uniquement sur le site de la Maison Sugère. Je pense que c'est assez accessible. Et voilà, visiblement, ça marche bien parce que on voit les gens qui arrivent. Et donc, voilà. Alors, ce sera sur le site de la Maison Sugère. Je pourrai remettre ce site systématiquement quand je ferai l'appel, enfin pas l'appel, mais quand je lancerai des publicités, quand on lancera des publicités pour la prochaine séance, ou pour les prochaines séances. Voilà, la prochaine séance sera avec un intervenant sur place. Donc, vous êtes aussi invité à la Maison Sugère, hein, une très belle salle. Et voilà. Bon, je vous laisse la parole, Eric, en vous remerciant à nouveau et en remerciant la UF aussi, hein, parce que vous êtes hébergé par l'Agence universitaire de la francophonie à Yaoundé, ce qui va éviter d'avoir des coupures en principe, hein, et ils ont un très bon réseau Internet. Merci beaucoup. À vous la parole. Bien, merci. Bonjour à tous. C'est vrai, vous l'avez souligné. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend bien, oui, oui. Oui, je voulais C'est bon. également me rassurer que le partage de l'écran fonctionne. Très bien. On voit la première page et on sait qu'il y en a 7 parce que sur le côté, il y a les petits. Donc, c'est très D'accord, bien. exact. Merci beaucoup. Donc, je suis hébergé par l'Agence universitaire de la francophonie, le campus numérique. Donc, je devais d'abord le souligner. D'abord, merci et bonjour à tous. Donc, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à l'un des pionniers de l'histoire écrite du Cameroun, le professeur Daniel Abois, décédé le 1er octobre 2024, qui sera inhumé ce week-end. C'est professeur émérite et architecte de l'histoire politique du Cameroun. Il a écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels Commissaire et haut-commissaire de la France au Cameroun 1916-1960, et ces hommes qui ont façonné politiquement le Cameroun. C'est une œuvre incontournable pour la compréhension des politiques statistiques au Cameroun durant les périodes de mandat et de tutelle française. Donc, il a été et demeure un modèle pour nous, pour les enseignements, l'écriture et la réécriture de l'histoire du Cameroun. Je voudrais simplement lui dire que la terre de nos aïeux lui soit légère. Alors, cela dit, je voudrais revenir sur la thématique qui nous réunit en ce jour, à savoir la statistique publique au Cameroun, un héritage colonial, une question. Nous avons accepté cette proposition parce qu'elle nous permet de révisiter historiquement l'évolution de la statistique publique au Cameroun à la veille de la journée mondiale de la statistique célébrée tous les 20 novembre.
Il s'agit une fois de plus pour nous d'apporter notre modeste contribution à la recherche sur les chiffres et une réflexion à l'édification et au rayonnement de la statistique publique au Cameroun. Donc, il faut noter que l'histoire de la statistique publique évolue sensiblement avec celle du Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous incitons sur certains faits permettant de ramener tout le monde au même niveau de compréhension. Donc, la statistique publique du Cameroun évolue sous une forme institutionnelle depuis l'année 2001. Elle se présente aujourd'hui pour les dirigeants et pour les utilisateurs, pour ceux qui sont au courant de ces activités, de ces productions, comme une structure incontournable à l'accomplissement des atteintes et des objectifs du développement. Donc, elle constitue en elle-même un indicateur contrasté de la politique administrative et en même temps une vitrine. Elle fait l'objet d'une vitrine au vu de ses diffusions perspicaces, mais très peu propagées et surtout de ses productions peu foisonnantes, vu qu'elle se limite généralement au niveau administratif. Elle se limite au niveau des commandes administratives. Donc, dans une période en foi au changement, l'Institut national de la statistique, comme cela s'appelle, et en abrégé l'INS, parce que je vais beaucoup utiliser tout au long de cet exposé INS, Institut national de la statistique. C'est un fleuve qui n'inonde pas encore. Pourtant, la demande des chiffres actualisés devient de plus en plus importante. Alors, l'INS est l'aboutissement d'un processus commencé depuis le protectorat allemand en 1884, où les traces du chiffrement du territoire sont sérieuses et démontrent déjà à suffisance l'importance des chiffres dans une démarche d'exploitation coloniale. Donc, cette démonstration se poursuit contextuellement aux volontés politiques des puissances mandataires et puis tutélaires et surtout des goûts, des orientations prises au cours de leur mission civilisatrice. Ici, je vais parler de la France, de la Grande-Bretagne. Alors, dans cette dualité mandataire et puis tutélaire, le territoire du Cameroun fait l'objet dans le territoire du Cameroun fait l'objet. La Grande-Bretagne est la première à instaurer dès 1921, ceci par un recensement de la population, un système statistique issu de sa longue tradition dans le domaine. La France suivra en 1923 dans un programme de mise en valeur du mandat par les premiers rapports portant sur l'imposition des Camerounais. Dans cette lancée, la différence des modes d'administration et de fonctionnement s'impose également sur les services de statistique. Le Cameroun occidental, administrativement rattaché au Nigeria, subit les mêmes programmes statistiques que cette colonie jusqu'en 1949, date à laquelle un service spécial lui est dédié pour la confection de ce qu'on a appelé les Cameroons under United Kingdom Trusteeship. Ce sont des rapports de statistiques sur le Cameroun occidental. Alors, la France, quant à elle, crée un service local de statistiques générales en 1946. Ces différentes évolutions témoignent de l'intérêt permanent et indispensable non seulement de la science statistique en elle-même, mais également du degré d'implication vitale des services de statistique dans le fonctionnement et les évolutions des administrations dans les colonies, tout comme au sein des métropoles. Donc, après l'octroi des indépendances, les données quantifiées sont devenues indispensables pour répondre aux besoins de l'État, décider à intervenir dans les différentes entités qui le constituent. Donc, la volonté institutionnelle d'un État s'engageant à instaurer un développement économique et social et surtout la présence des jeunes étudiants à l'étranger désireux de construire le Cameroun sur des bases nouvelles. Tous ces éléments-là incitent à s'arrimer au même niveau de développement que les États les plus puissants. Et c'est dans ce sens que les circonstances deviennent au fur et à mesure
profusément favorables au développement de la statistique. Alors l'objet de cette communication au niveau de notre compréhension est d'identifier au sein de l'expérience acquise durant les périodes demandées de tutelle les facteurs pertinents qui ont joué le rôle de catalyseur dans l'évolution de la statistique publique au Cameroun. Dans cette perspective, cette communication voudrait répondre aux questions suivantes. Quels sont les éléments qui permettent de dire aujourd'hui que la statistique publique au Cameroun est un héritage colonial? En quoi est-ce que les évolutions observées le démontrent? Et pourquoi ce mimétisme quasi permanent, si mimétisme il y en a? Alors, l'analyse de cet article se focalise sur les contraintes administratives et techniques comme le réveil sous-jacent d'un État assoiffé de développement. Ça, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer dans la première partie, vu du fait que l'insertion de la statistique au sein de l'administration se révèle être au départ une contrainte. Et par contre, son évolution est la confirmation de la nécessité de la planification et de la mesure des progrès. Et dans la deuxième partie de cette communication, nous essaierons de voir l'évolution des systèmes des comptes économiques et des recensements, parce que cela a été pris par le gouvernement en place comme un gage de l'amélioration des conditions de vie des populations et également perçu sur le plan administratif et international comme une avancée vers une autonomie statistique. Alors, même si les modèles et les théories utilisées demeurent sous l'influence de la France et de divers partenaires. Alors, dans la troisième partie, nous essayons de voir l'outil statistique en lui-même qui devient sur le plan politique un objet d'utilité ou de démonstration de la sensibilité de la gouvernance face à la montée, des crises économiques et sociales. Donc, nous allons entamer avec la première partie de notre communication qui concerne les évolutions administratives et techniques des services de statistique au Cameroun. Au Cameroun. Et là, nous nous posons la question de savoir si c'est vraiment une influence de la France, si cela a vraiment évolué sous l'influence de la France. Alors, au lendemain de l'indépendance, les dirigeants sont loin de trouver un intérêt à la statistique. Il faut le dire et il faut surtout le souligner. Et les faits le démontrent par la suite, parce que encore moins le peuple camerounais qui comprend à peine l'arrivée d'une nouvelle civilisation. Mais la statistique camerounaise va disposer de 3 atouts pour évoluer. Le premier est son héritage mandataire et tutélaire qui continue sous la forme de la coopération entre la France et le Cameroun. C'est-à-dire que localement, il n'existe aucune compétence technique et administrative pouvant prendre rapidement le relais sur les services que la France a laissés. Alors, le second résulte de la politique de planification du Cameroun, socle du développement économique et social. Et le troisième vient de la politique de non-alignement en laquelle le pays a opté. Alors, l'ouverture et surtout la mise en œuvre des innovations scientifiques sont régulièrement adaptées aux réalités camerounaises. Alors, pour la petite histoire, durant la période de tutelle, le service local statistique général a appartenu au ministère de la France d'Outre-mer depuis le 20 novembre 1946 jusqu'au 1er janvier 1960. Donc, il a appartenu à la France d'Outre-mer, puis au ministère des Affaires économiques, dont il a été pendant une courte période le bureau des statistiques, noyé dans le service des affaires économiques et localisé dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Alors, la formation du ministère fédéral, parce qu'il faut souligner ici que le Cameroun est un État fédéré au début des années 60. Donc, la formation du ministère fédéral de l'économie nationale au Cameroun en 1961 est étroitement liée à la fusion des ministères français de l'économie et des finances en 1960. Donc, parmi les missions qui lui sont assignées, la statistique en constitue l'une des clés majeures de la réflexion et de l'opérationnalité du développement de la nation. Donc,
Mais cela n'est pas vu sous cet angle, puisque la statistique va fonctionner sous la forme d'un bureau, à savoir le bureau de la statistique générale et de traitement dirigé par le Français Jean-Marie Caillès. Alors, si en France, la fusion des ministères a conduit à une dotation des compétences économiques du service des études économiques et financières, ce que vous abrégez par le CIF, alors, qui a doté des compétences économiques à l'INSEE, cela coïncide au Cameroun avec un réaménagement des attributions des ministres et des ministres adjoints qui aboutit à élever le bureau de la statistique générale et des traitements des données en direction de la statistique générale, de la mécanographie et des comptes économiques. Je ne sais pas si vous voyez le lien. De toutes les façons, on aura le temps de répondre aux questions s'il y en aura. Donc, c'est la période de l'intensification de la comptabilité nationale au Cameroun fédéral de 1964 à 1967, tout comme en France de 1961 à 1967. Donc, au-delà de ce mimétisme, le choix du directeur est encore porté sur Jean-Marie Caillès. Donc, à compter de 1964, la statistique sert effectivement au développement économique et social du Cameroun fédéral. La nouvelle direction y est d'ailleurs scindée en deux services invités à effectuer des travaux pour le compte des États fédérés sur la demande de ces derniers. On voit donc se dessiner en filigrane le désir des autorités camerounaises de faire de la statistique une question de souveraineté nationale. Allô? Excuse-moi, Eric, 2 minutes. Non, non, c'est pas une question, c'est qu'il faut que tout le monde coupe son micro, parce qu'apparemment, on entend. Donc, coupez vos micros, si vous, pas vous, hein, Eric, mais les autres, merci, parce qu'on entend un bruit de fond, si ça ne vous embête pas. Merci. Voilà, j'arrête. Vas-y. D'accord, merci. Je peux continuer? Oui, oui, très bien, oui, oui. D'accord. Je voulais parler par la suite de l'expansion du CIF, qui est l'expansion du CIF qui est dès lors visible. Parce que la France, qui est à son 5e plan en 1960, utilise massivement les cadres de la comptabilité nationale pour asseoir ses projections. Et je voudrais dire que c'est ici que la vision de Claude Gruson atteint alors le Cameroun à la direction de la statistique générale et de la mécanographie et des comptes économiques, qui n'est pas nantie d'experts. Cette direction-là n'est pas nantie d'experts. Et on va doter à cette direction-là l'équivalent du CIF, qui est ici le centre d'information, de documentation et d'études du plan, en abrégé le CIDEP, C-I-D-E-P. Donc, la liaison avec le CIDEP est une mutation à une double dimension. Donc, la première est relative à l'évaluation du développement de la nation par l'entremise de la contribution des experts dans les différents champs d'exploitation statistique. La deuxième est liée à l'élaboration, la réalisation et l'évaluation des plans quinquennaux, parce qu'il faut le dire, le Cameroun a opté pour les plans quinquennaux de 1961 jusqu'en 1986. Il y en a eu 6 plans quinquennaux. Donc, à cet effet, les missions du CIDEP portent sur des études relatives à l'élaboration des perspectives de développement à long terme et des plans à moyen terme, et le secrétariat des commissions de planification et surtout du Conseil supérieur du plan. Donc, l'étude des projets d'investissement et de leurs effets sur l'économie, la coordination des recherches, des études, des enquêtes d'experts, la collecte, l'exploitation, etc. Donc, en réalité, dans la dénomination direction de la statistique générale et des comptes économiques, la direction s'occupe de la statistique générale et le CIDEP s'occupe des comptes économiques, exactement comme le CIF l'a fait avec l'INSEE. Donc, et cela est dû à la disponibilité des experts qui constituent le CIDEP. Donc, en 1967, la direction de la statistique générale, la mécanographie et des comptes économiques a eu son premier directeur camerounais en la personne d'Antoine Essoumet,
Et c'est là qu'on marque un premier temps de rupture, avec rupture entre guillemets, avec l'administration française, ou alors avec comment je peux le dire, le personnel français, oui. Donc, mais Antoine Essomé n'a mis qu'une année à ce poste et il est remplacé en 1968 par un autre Camerounais, en la personne de Moyobo Ndedi Rodolphe. Ce qui nous permet de passer à la deuxième partie intitulée de l'évolution des systèmes de comptes économiques et des recensements, une avancée vers une autonomie statistique, toujours une question à laquelle nous allons essayer de répondre. Donc, il faut noter que les statistiques économiques et surtout le système des comptes ont été scientifiquement élaborés durant la période de tutelle au bénéfice du Cameroun occidental, alors attaché administrativement au Nigeria. La pollution des chiffres économiques, notamment l'évolution de l'exploitation des matières premières, qui est une priorité pour l'administration de tutelle. Pour cela, les comptes économiques, les statistiques agricoles et industrielles sont mensuellement produits entre 1944 et 1954. Pour les Britanniques de la période, le service des comptes est le plus sensible dans la mesure où il est le tableau de bord de l'évolution économique de la colonie entière. Et c'est au Cameroun occidental qu'apparaissent pour la première fois les notions de revenus et de dépenses. Donc, au courant de la décennie 1960, les pays africains et malgaches sont de commun accord pour trouver une solution pour l'application d'un système de comptes adossé sur les réalités et le développement du continent. Mais les rapports historiques... Allô? Allô, non, c'est bon, on entend bien. D'accord. J'ai cru que quelqu'un avait posé une question. Le Cameroun conserve certains acquis de sa tutelle française, notamment en matière des comptes économiques, avec l'application du système coursier, qui est dès le départ utilisé dans l'élaboration des comptes en Afrique d'expression française, donc Afrique équatoriale française et Afrique occidentale française. Ceci avant les indépendances. Donc, la France s'y est occupée de manière scientifique à partir de l'année 1951 au Cameroun précisément. Et je pense que ça doit être le premier travail en Afrique d'expression française qui s'est déroulé au Cameroun. Alors, les travaux ont été effectués par Leveugle, un Français dénommé Leveugle, et pour l'année 1951, un autre Français dénommé Christol pour l'année 1956 et un troisième dénommé Vess pour l'année 1957. Tous ces Français provenaient du ministère de la coopération. Alors, de la période du mandat à la tutelle jusqu'à la fin des années 60, au-delà de son rattachement au secrétariat général de la présidence de la République du Cameroun, on a l'impression à travers ces travaux et ces experts de nationalité étrangère que la statistique au Cameroun fédéral continue d'être un instrument entre les mains de la métropole et surtout française. Et souvenez-vous d'ailleurs que j'ai rappelé en sous-titre qu'il y a une certaine recherche de la souveraineté dans le système de compte. Donc, les premiers travaux de comptabilité nationale au Cameroun en tant que République fédérale datent de 1964 et portent sur les années 59, 62, 63, 63 et 64. Ceci uniquement pour le Cameroun oriental, mais pour le Cameroun occidental, il n'y a vraiment pas de travaux. Donc, dans l'objectif d'asseoir les grandes orientations du deuxième plan quinquennal de développement économique, entre de 1966 à 1971, et compte tenu du manque criard des statisticiens économistes, les experts du CIDEP, du Centre d'information et développement économique et du plan, sont amenés à élaborer les comptes de cette même période.
Et c'est alors qu'apparaît un assistant technique français du nom d'Oleg Arkhipov. Oleg Arkhipov, qui se démarque de tous les autres experts. Et c'est lui qui a l'ingénieuse idée d'adapter au Cameroun le système coursier pratiqué en France. Et plus tard, devenu administrateur à l'INSEE, il réalise en septembre 1967, en tant que conseiller, cette fois en tant que conseiller technique auprès de la direction de la statistique et de la comptabilité nationale, les comptes nationaux du Cameroun allant de 1965 à 1966. Donc, au-delà de ces publications, des études spéciales sur les institutions financières, les administrations, la méthodologie des comptes nationaux, la consommation des ménages, le commerce extérieur, les opérations du trésor, les cycles financiers, les comptes économiques, plans comptables, etc. Toutes ces études paraissent tous les ans et complètent les comptes nationaux proprement dit. Donc, au début des années 1970, le Cameroun a été mis en exécution, deux plans quinquennaux. Le troisième en cours de développement porte le socle de l'industrialisation du pays. Loin d'être des concurrents comme en France, statisticiens et économistes sont plutôt complémentaires dans les méthodes de travail. Donc, la vision de la direction est de lier la statistique aux réalités politiques, économiques, sociales et culturelles du pays. C'est la raison pour laquelle la statistique ou la direction de la statistique de la comptabilité nationale est de nouveau rattachée au ministère du Plan et de l'Aménagement du territoire camerounais. Donc, l'industrialisation envisagée contraint le gouvernement à une politique budgétaire rigoureuse. Donc, l'on assiste donc à l'introduction de la mesure des grandeurs macroéconomiques qui permettent de connaître le niveau de développement du pays par des comparaisons entre trois instruments, à savoir la comptabilité nationale, l'indice des prix et les grandeurs monétaires. Cet objectif émane d'une volonté politique de disposer des outils permettant d'intervenir efficacement dans la vie économique nationale et surtout d'adapter le Cameroun aux théories économiques suffisamment dominantes pour imposer le développement à tous les niveaux et surtout de se doter d'un appareil statistique performant. Pardon. Alors, la direction est donc l'objet d'un statut nouveau chargé de la préparation de l'exécution des enquêtes économiques, des travaux de comptabilité nationale et de conjoncture économique, de la production des statistiques de base, comment on appelle ça, la réalisation des études spécifiques et de la diffusion de l'information économique existante. Donc, ceci en dehors des travaux de routine qui portent sur la préparation et l'exécution des enquêtes statistiques, démographiques et économiques. Donc, proche de la France où les comptes nationaux ont l'originalité d'être nés hors de l'INSEE, la mobilisation de la construction des comptes économiques au Cameroun fédéral est plus tard l'apanage de la politique de non-alignement où l'État adopte le système de comptabilité nationale des Nations Unies, qui est mis en application à partir de l'année 1971. Là, on est dans la diversification des partenaires. Donc, dans son déploiement, l'évolution institutionnelle, administrative et technique cache mal ses similitudes avec les réorganisations administratives et techniques de la statistique française. Donc, sur le plan administratif, la direction de la statistique et de la comptabilité nationale s'organise en trois sous-directions, c'est-à-dire études des populations, statistiques économiques et synthèse économique. Donc, si vous allez regarder un tout petit peu l'organigramme de l'INSEE, vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Et sur le plan technique, l'intégration du SCN 68
et son application ne sont qu'une transcription des comptes de 1971-1972 et élaborés dans le système coursier. Donc, en réalité, une lutte âpre qui divise les comptables depuis les années 50 en France. Donc, le système coursier qui est adopté au Cameroun est, d'après son promoteur, M. Coursier, une amélioration du CIF par l'ajout de nouvelles composantes telles que l'abandon du critère du marché pour la définition de la production. Et là, je cite Oleg Arkhipov. Donc, il parle de l'abandon du critère du marché pour la définition de la production, qui est ainsi notablement élargi dans le domaine de l'autoconsommation et sont aussi considérés comme producteurs l'État, les banques, les compagnies d'assurance. Donc, les pays qui appliquent foncièrement le système français sont principalement ceux de la zone franc, donc ceux qui utilisent le franc CFA ou le franc colonial d'Afrique et les autres définitions qui en dérivent jusqu'à nos jours. Donc, par contre, dans le système de comptabilité nationale 68 des Nations Unies, les unités institutionnelles sont des unités résidentes jouissant d'une autonomie de décision dans l'exercice de leurs fonctions principales. En outre, la notion de résidence qui suppose l'existence d'un centre d'intérêt sur le territoire économique introduit un écart avec le système coursier camerounais qui inclut certaines administrations étrangères et certains organismes internationaux qui n'étaient pas pris en compte avant. Donc, par conséquent, le regroupement des unités institutionnelles sur la base de la fonction principale va déboucher sur les secteurs institutionnels, lesquels sont répartis en 5. Nous avons donc les sociétés et les quasi-sociétés non financières, les institutions financières, les administrations publiques, les ménages et les institutions privées sans but lucratif au service des ménages. Je ne sais pas si vous commencez un peu à percevoir aussi l'évolution sociale du Cameroun. Donc, en ce qui concerne les agrégats, la production intérieure brute disparaît pour laisser libre cours au produit intérieur brut, jugé plus significatif, et le revenu intérieur brut devient le revenu national brut disponible. Ceci, il faut expliquer que le système des comptes des Nations Unies que le Cameroun adopte essaye d'unir les deux entités territoriales qui constituent le Cameroun, à savoir le Cameroun occidental et le Cameroun oriental, donc, ou alors Cameroun français ou Cameroun anglais, comme on le dit souvent vulgairement, pour des besoins de compréhension. Donc, ce système-là s'appuie sur 3 pays, notamment la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Donc, la séquence des comptes s'enrichit donc de la fusion du compte d'exploitation et de l'éclatement du compte d'affectation pour produire le compte de revenus et dépenses, ainsi que le compte de consommation finale. Si vous vous souvenez que j'ai parlé des revenus qui étaient déjà utilisés dans le système des comptes du Cameroun occidental durant la période de mandat et de tutelle anglaise. Donc, et on va dire que l'une des grandes nouveautés du système de comptabilité nationale des Nations Unies de 68 est la présentation des comptes à prix constant. Donc, les personnels camerounais vont véritablement faire face à la réalité statistique lors de l'organisation et de l'exécution du recensement général de la population de 1976. C'est un recensement qui a été financé par les Nations Unies dans la quasi-totalité des pays africains, et peut-être malgaches aussi, des pays africains et de Madagascar, je vais dire. Alors, c'est durant ce travail et ce, en fonction des obstacles, que les orientations se précisent et se portent vers la spécialisation au sein du nouvel organigramme de la statistique. Donc,
les statistiques, même si elles ne sont pas de la direction de la statistique, de la comptabilité nationale, elles intéressent de plus en plus le sommet de l'État. Et on retrouve par exemple des commandes sur les enquêtes sur la fécondité, les enquêtes agricoles et industrielles, qui sont des commandes de la présidence de la République, mais qui étaient déjà des commandes faites au niveau du mandat et de la tutelle anglaise. Donc, on commence également à avoir sur le plan intellectuel des débats ou des polémiques sur les choix démographiques du Cameroun qui se déroulent sous la présidence d'Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, et de Paul Biya, le deuxième président du Cameroun. On assiste également à la publication des premiers indices sur l'éducation, sur les prix, sur la pauvreté. Et cela commence à témoigner de l'importance acquise par les indices et l'importance acquise par les structures de la statistique. Et au-delà, on va avoir des débats opposant des intellectuels qui s'affrontent à l'aide des statistiques et le tournant de la rigueur de la moralisation au Cameroun, qui est une politique implémentée par le président Paul Biya, arrivé en 1982 au pouvoir. Donc, cela ouvre donc une nouvelle période où les données statistiques et démographiques amènent au changement des comportements et améliorent la lecture de l'administration sur les conditions de vie des populations. Donc, on va dire que le recensement général de la population de 76 est à l'origine de la nouvelle plaque tournante que devient la direction de la statistique et de la comptabilité nationale. L'évolution que connaît la statistique publique durant les années 80 est la conséquence des nombreuses difficultés rencontrées par le personnel statistique lors de l'élaboration et de l'exécution du programme du tout premier recensement de la population d'envergure nationale, cela n'avait jamais été fait auparavant depuis les indépendances. Mais cela a quand même été fait de manière un peu plus scientifique en 1953 au niveau du Cameroun, au Cameroun occidental. Donc, en général, le travail à faire pour les statisticiens était passionnant, mais parfois difficile à réaliser au vu des textes et de l'organisation de l'appareil, qui, à la fin de chaque décennie, les textes paraissaient vraiment obsolètes. Et les cas les plus visibles sont liés à la méthodologie, l'administration, le règlement et les finances. Mais il faut surtout souligner les responsabilités mal définies au sein des administrations qui conduisent à des petits conflits et des luttes d'influence. Exactement comme en France, quand on parcourt par exemple le livre de l'INSEE intitulé 50 ans d'INSEE. Donc, à partir de 1981, la direction de la statistique et de la comptabilité nationale compte 4 sous-directions et 2 bureaux. Donc, on a la sous-direction des études de la population qui devient la sous-direction des statistiques démographiques et sociales. Sous-direction des statistiques démographiques et sociales. Et la sous-direction des synthèses économiques devient la sous-direction des études et de la coordination. Là, c'est les Camerounais qui commencent effectivement à s'imprégner de la réalité statistique locale. Donc, enfin, la sous-direction des statistiques économiques demeure, mais on y ajoute la sous-direction de la comptabilité nationale et de la conjoncture. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, nous sommes aux premières heures de la crise économique qui sévit jusqu'à nos jours. Donc, les nouveaux changements s'opèrent donc au niveau des sous-directions des études et de la coordination et de la comptabilité nationale et de la conjoncture. Donc, le premier changement est lié à l'approfondissement de l'utilisation de l'informatique. On va revenir dessus sur la diversification des partenaires, où il faut signaler ici que lors du recensement de 1976, les États-Unis ont réussi à former 3 techniciens camerounais dans le domaine du recensement de la population et du traitement informatique des données de recensement. Ensuite, par l'installation à la direction de l'informatique et de la téléinformatique, des programmes généralisés sans et sans AID qu'il a développé ou qu'ils ont développé et qui ont été des outils de premier ordre dans la tabulation des données du recensement. Donc, leur mission porte sur les études et les traitements automatiques
l'analyse et la programmation de l'ensemble des travaux de la direction et de la statistique de la comptabilité nationale destinés à l'exploitation sur ordinateur. Donc, le second est l'une des plus grandes innovations du décret du 19 mars 1981, à savoir la création de la sous-direction de la comptabilité nationale et de la conjoncture, qui vient s'occuper des travaux de synthèse au niveau des différents agents économiques. Donc, à cet effet, le personnel a pour tâche principale l'analyse de l'évolution économique ainsi que celle de la conjoncture nationale et internationale, l'amélioration des bases de prévision du plan et de développement. On y retrouve donc le service de nomenclature, on y retrouve également le service des statistiques financières de la conjoncture et on y retrouve le service des comptes nationaux. Donc, en avril 1984, la direction de la statistique est rattachée au ministère du Commerce. Et la suite de l'évolution de la statistique des années 80 n'est qu'une succession de nominations de nombreuses personnalités au ministère de tutelle et à la direction elle-même. Et on va dire en ce moment que des Camerounais, nombreux sont des Camerounais qui commencent à prendre les fauteuils les plus élevés au sein de l'administration de la statistique. Sur ce, nous allons passer à la troisième partie qui est intitulée Utilité et adaptation. La direction de la statistique, la direction de la statistique et de la comptabilité nationale face aux années de crise 1990-2001. Ici, nous essaierons donc d'exposer le mimétisme constant et aveugler des catégories socio-professionnelles, peut-être des solutions de sortie de crise que va constituer la direction de la statistique. Et on verra aussi également les impositions du financement international, surtout les conséquences que cela crée dans la prise de décision des méthodologies des études statistiques. Alors, la crise économique qui s'est vue durant les années 90 a entraîné une prise de conscience de la nécessité de connaître le niveau de vie de la population. Dans ces dimensions économiques et aussi sociales, cette situation va à son tour amener à des agissements de découverte de la statistique et de son implémentation véritable. Donc, bien plus que le keynésianisme, le Cameroun n'a pas encore entrepris des études approfondies sur les conditions de vie de sa population. Là, nous sommes au courant des années 90. Mais auparavant, certaines études alertent sur la démographie galopante, dont l'un des risques majeurs est la montée en puissance du chômage de la jeunesse. Et plus tard, les prévisions sont avérées. Les prévisions qui avaient été faites au début des années 80 sont avérées, puisqu'on assiste à une explosion du secteur informel. Donc, au quotidien, l'ingéniosité des Camerounais entraîne la naissance de nouvelles catégories socio-professionnelles non prises en compte par l'État, mais qui aident à l'assouvissement des tensions sociales dues au licenciement permanent dans les sociétés. Donc, cette situation est aussi caractéristique d'un mimétisme constant et aveuglé de la culture occidentale dans les ramifications au Cameroun, dont les ramifications au Cameroun ont permis aux différents gouvernements de s'appesantir uniquement sur le fonctionnariat, ignorant le développement des économies endogènes. Et on va le déplorer, c'est la résurgence de ces secteurs d'activité qu'il est aujourd'hui difficile non seulement de classifier, mais également d'obtenir une définition objective du chômage et des activités non catégorisées en Europe. Alors, contrairement à ce qu'a connu le Cameroun occidental, donc cela est contraire à la statistique anglaise durant la période de mandat à la tutelle, du mandat à la tutelle, où toutes les réalités sociales ont été prises en compte. Mais la continuation n'a pas été effective après les indépendances. Donc, dans cet ordre d'idée, le gouvernement de la période veut asseoir une politique de conviction des bailleurs de fonds
et de l'opinion publique sur la prévention de la dégradation des conditions de vie des populations et le suivi de leurs activités dans le temps et dans l'espace urbain comme rural. Dans une prévoyance assurée, l'État du Cameroun prévoit la réalisation des enquêtes dans le cadre de la dimension sociale de l'ajustement. Parce qu'il faut le dire, le Cameroun est sous ajustement et sous ajustement structurel depuis les années 80 jusqu'à l'initiative PPTE, je crois, 2004. Peut-être je dis n'importe quoi, je pourrais me corriger par la suite si ça me revient. Donc, le projet de la dimension sociale d'ajustement délaissé va priver le gouvernement de disposer des données nécessaires pour le suivi de sa politique sociale. Et loin de l'esprit de la France, qui, au milieu du 19e siècle, découvre un nouveau continent à explorer, le continent des enquêtes auprès des ménages. Donc, la direction de la statistique de la comptabilité nationale va, comme la France, opter pour les enquêtes camerounaises auprès des ménages, en abrégé ECAM, E-C-A-M. Donc, un choix délibérément économique au vu de la crise. Son objectif est de combler le vide par les opérations périodiques d'enquête devant permettre le suivi et l'évaluation des conditions de vie des ménages, donnant lieu au pouvoir public ainsi qu'aux partenaires du gouvernement d'identifier les mesures correctives appropriées à mettre à exécution. Donc, deux enquêtes sont donc définies et couvrent la décennie. On a les CAM 1 et les CAM 2. La première enquête, ECAM 1, voit dérouler une série d'enquêtes pour trouver des solutions à travers des analyses plus fines, par ailleurs facilitées par la disponibilité permanente des données adéquates, à l'instar des résultats d'enquêtes socio-économiques. À partir de ce moment, une certaine opinion en décèle un début de démocratisation des chiffres. À cause de leur publication, c'est à partir des années 90 qu'on voit quand même, on commence à voir une lueur au niveau de la publication où les chiffres sont régulièrement rendus publics. Alors, puisqu'il s'est agi de donner une vision statistiquement représentative des conditions d'emploi des populations et du secteur informel, donc, même si l'étude en elle-même porte sur l'évolution macroéconomique des années 80 et des perspectives pour les années 90, elle s'attelle quand même à exhiber de manière quantitative les disparités de revenus au niveau des populations et particulièrement celles des femmes. Pour les statisticiens eux-mêmes, le niveau de vie dépend du statut social, donc du type d'emploi occupé. De ce fait, il est évident pour eux, avant même le début de l'étude, que le phénomène de pauvreté touchait particulièrement les femmes ou continue même de toucher particulièrement les femmes. Donc, la deuxième enquête, ECAM 2, se déroule durant le mois de décembre 2001 et elle est consécutive aux nouvelles orientations gouvernementales, dont la traduction simple est la mise sur pied d'un dispositif statistique de suivi et d'évaluation du programme de réduction de la pauvreté. À cet effet, l'opération concerne l'ensemble des ménages ordinaires, à l'exclusion des membres du corps diplomatique et de leur ménage. Dès lors, plusieurs réalisations statistiques sont effectuées dans le dessin de produits des indicateurs nécessaires pour poursuivre en toute transparence la mise en œuvre de ce programme. Donc, 5 objectifs sont assignés aux statisticiens par le gouvernement. Donc, je voudrais dire que l'histoire de la statistique démontre à suffisance que la pauvreté est un phénomène multidimensionnel dont l'approche d'étude la plus utilisée, particulièrement dans les pays développés, reste l'approche objective, basée sur les aspects monétaires. Par conséquent, jusqu'à ces dernières années, seuls les résultats de cette approche ont été pris en compte dans la définition des programmes économiques de lutte contre la pauvreté. Mais parce que jugée insuffisante et fondée sur une hypothèse normative reflétant des choix du statisticien, cette approche est donc complétée par d'autres, à l'instar de l'approche subjective, qui prend en compte l'opinion des ménages en matière de bien-être. Alors, dans le cas de cette enquête,
elle a été instituée, donc l'approche subjective a été instituée par les institutions de Bretton Woods, qui souhaitent que les politiques, surtout de lutte contre la pauvreté, prennent en compte l'opinion des populations elles-mêmes. C'est leur canevas. Donc, c'est le canevas ou la méthodologie des institutions de Bretton Woods qui a été utilisée au courant de cette étude, dans la mesure où les résultats ont servi de plaidoyer en direction des bailleurs de fonds internationaux afin de bénéficier de l'initiative Pays pauvres très endettés. Donc, c'était une condition, ce n'était pas une volonté institutionnelle ou une recherche de la souveraineté. Non, c'était une imposition pour essayer d'avoir, de recevoir des bailleurs de fonds, des financements. Donc, les indicateurs de ces différentes études portent sur l'éducation, la santé, la qualité du logement, les conditions d'habitation, l'accessibilité aux infrastructures de base et l'équipement des ménages, et surtout le genre. Donc, la particularité de cette deuxième enquête, ECAM 2, repose sur la correction des erreurs de l'ECAM 1, où l'on peut également ajouter à cette initiative les résultats de l'enquête sur les prix. Les prix, ce qui n'existait pas avant, une étude qui s'appuie sur les indices des prix régionaux et la disparité des prix et des prix des biens de première nécessité, ce qui n'existait pas avant. Pourtant, on parlait toujours de l'amélioration des conditions de vie. Donc, je voulais parler ici de l'imposition du financement international et de la pression des bailleurs de fonds qui vont certainement améliorer la statistique et à faire sortir la statistique de ces locaux pour aller vers les populations. Donc, la finalité étant de ramener les revenus ou les dépenses de consommation finale des différentes régions à la même unité dans le but de pouvoir disposer d'un seuil de pauvreté pour l'ensemble du pays. Ces enquêtes n'étant pas exhaustives, on peut aussi citer le profil de pauvreté en milieu rural en 2001, conditions de vie et ménage et profil de pauvreté, etc. Donc, au cours de la décennie 90, on assiste donc à la renaissance au Cameroun des enquêtes. On assiste également à la renaissance, je dis bien renaissance des enquêtes démographiques et de santé, parce que cela a existé durant la période de mandat et de tutelle anglaise, où des enquêtes démographiques et de santé ont été menées. Nous allons d'ailleurs publier des articles là-dessus. Donc, c'est une culture héritée des Anglais que le Cameroun se voit imposé par les bailleurs de fonds pour obtenir des financements. Donc, on va dire qu'en cette période, il y a eu deux enquêtes qui ont été produites, une en 91 qu'on a appelée EDS1 et l'autre en 98, EDS2. Et je voudrais dire que pour la petite histoire, la dernière enquête démographique et de santé date de 2018. Donc, nous continuons toujours d'avoir un problème d'actualisation des chiffres. Nous sommes en 2024, il n'y a plus vraiment eu de publications sur les enquêtes démographiques de santé au Cameroun depuis 2018. Donc, là, je vais passer à la conclusion. Là, je vais lire rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Je pense que j'ai peut-être épuisé l'heure qui m'a été attribuée. Donc, l'analyse de l'hégémonie de la statistique publique au Cameroun démontre à suffisance que malgré le fait que les premiers systèmes de comptage proviennent de l'Égypte ancienne, les théories et les visions actuelles demeurent l'émanation des systèmes de civilisation occidentale dont les prémices scientifiques ont été introduites au Cameroun après la signature du protectorat allemand. Elles ont continué en s'améliorant sous les politiques de mandat et de tutelle implémentées par le couple franco-britannique, donnant ainsi naissance à une évolution parallèle des systèmes de statistiques entre le Cameroun occidental et oriental. L'octroi des indépendances conduit normalement à une refonte unie des deux systèmes statistiques sous la coupole du choix
du choix du non-alignement politique à l'international, mais les orientations ainsi que les réalisations statistiques qui en découlent portent une coloration à forte dominance française, surtout en matière de comptes et de prix généralement masqués sous la politique des indicateurs devant déterminer l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette posture pose le problème de l'autonomie interne de la direction de la statistique et son rattachement au financement étranger, d'où l'incohérence méthodologique avec la mise en œuvre de la description des réalités camerounaises. Au demeurant, l'institution de statistique est d'une importance capitale pour le développement axé à la fois entre la mondialisation, la démondialisation et les modes de croissance des civilisations endogènes. L'endogénéité du système de statistique au Cameroun peut-elle booster ses performances sur la description enfouie des réalités camerounaises? Là, c'est une question que nous nous posons. Et nous trouvons qu'il se trouve là les nouveaux défis qui peuvent conduire la statistique publique camerounaise à la neutralité si chère aux chiffres. Voilà, exposer notre réflexion. Merci pour votre aimable attention. Je suis disposé à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Eric. Alors, il y a une question qui était, alors il y a, je pense, plusieurs questions. Bon, moi je vais en poser. Du coup, est-ce que vous pourriez écrire dans le chat le nom du professeur d'histoire qui vient de mourir? Ce serait bien parce que vous avez introduit beaucoup de noms, mais on ne sait pas forcément comment ils s'écrivent et voilà. C'est possible, Eric, d'écrire dans le chat le nom du professeur décédé? C'était une question. J'avoue vraiment avoir des difficultés avec l'outil informatique. Je ne sais pas. Ah, c'est pas grave. Alors, chat, ça va être. Vous voyez en bas, vous avez audio, vidéo, participants, chat. Le chat, quoi. Ah Vous voyez oui, ou pas? Voilà. Bah là, vous cliquez dessus. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est bon. Donc, eh ben, merci. Donc, ABWA. Est-ce que vous pourriez également nous donner le nom, écrire le nom du premier directeur? C'est Jean-Marie Tariès. C'est pas passionnant, mais peut-être que ça peut aider. Je crois que c'est Jean-Marie Tariès, oui, le Jean-Marie. premier directeur. Oui, vous pouvez l'écrire? Oui, je Ça le peut. fais. Parce qu'on n'a pas grand-chose. Non. Bon, c'est pas. La boîte. C'est ça. C'est pas grave, c'est pas très important. Alors, il y a une question là, vous voyez dans le chat, en quoi consisterait en gros l'autonomie statistique? Ah oui, Caliès, ok. Donc voilà, alors donc, il y a une question dans le chat, on va la garder. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Votre programme de BEF, c'est quelle période? À peu près. 180. Oui. Et Ça s'arrête quand, à peu près, les années 60, non? Les années 60. Voilà. Alors, il y a dans la salle et il y a sans doute, ou peut-être, je ne sais pas, à l'extérieur aussi, à distance, et il y aura sans doute, parce qu'on enregistre, hein, des gens qui vont regarder votre conférence. Et du coup, juste pour situer un petit peu le contexte, il y en a parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui préparent un concours qui s'appelle le CAPES, et ce concours porte sur la période 18, en gros, c'est l'Afrique et le monde, je crois, à peu près. sur les sociétés coloniales. Voilà, pile, sur les sociétés coloniales. Entre, en gros, 1880 et 1960. Donc, pour aider ces étudiants qui préparent un concours de haut niveau, est-ce que vous pourriez très rapidement revenir sur l'histoire du Cameroun parce que vous l'avez évoqué bien entendu, entre 1860, cette question des mandats, vous utilisez apparemment indistinctement le terme de mandat et le terme de colonie.
Y a-t-il une différence? Une petite histoire du Cameroun depuis les années 1880 jusqu'aux années 1960. Est-ce que vous pourriez nous faire ça, puisque, disons, vous êtes sur place? Voilà, donc, ça, ce serait ma première question. Vous évoquez aussi la dualité entre les mandataires français et les mandataires britanniques. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la différence dans la gestion des mandats, s'il y en a une? Est-ce que vous pourriez nous dire, sinon, quelle est, en termes statistiques, ou même sinon, est-ce qu'il y a vraiment de grosses différences de gestion de ces territoires, si on est dans le Cameroun occidental ou dans le Cameroun oriental? Vous avez parlé du Nigeria. Est-ce qu'on peut aussi avoir quelques précisions sur ces relations étroites, visiblement, entre le mandat britannique et puis le Nigeria, enfin voilà. Et puis, donc ce serait, voilà, donc l'historique rapide, et puis ensuite, c'est des différences de gestion côté britannique et côté français, sans rentrer surtout dans les détails techniques, mais c'est pour donner un plus à pas ces doctorants, mais à ces étudiants. Et puis voilà, pour mes questions, c'est ça, c'est juste pour cadrer un petit peu. Il y a une autre question, mais ça, vous la voyez. En quoi l'autonomie statistique camerounaise consisterait-elle? Là, si ça vous ennuie pas, je joue la dictature, hein. Si ça vous ennuie pas, on va laisser cette question pour la seconde partie. Déjà, si on avait un historique assez précis, mais quand même très rapide, de l'histoire du Cameroun et des mandats, oui, alors, et puis dernière chose, qu'est-ce qu'on exige? Qui est long? Qui attend des informations statistiques des mandataires, donc de la Grande-Bretagne et de la France? Qui attend ces informations et quelles sont ces informations? Voilà, donc avant l'indépendance, hein, enfin, j'aurais vraiment une dernière question. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire les dates des différents recensements démographiques au Cameroun depuis, évidemment, ça n'a pas de sens, mais depuis les années 1880? Donc, les grandes opérations statistiques que l'on connaît tous, les recensements démographiques, depuis les années 80, est-ce qu'on peut avoir des petits repères? Et là, du coup, ça nous permettra d'aller au-delà de 1960 et de pouvoir aborder les questions qui concernent la période de l'indépendance. Ça vous paraît, c'est dur, hein, Eric, mais bon, on compte sur vous, du coup, pour nous éclairer sur l'histoire du Cameroun, si c'est possible. Bah, je vous remercie pour les questions. Alors, je vais rapidement remonter l'histoire de la statistique camerounaise jusqu'en 2001. Donc, disons que simplement que il y a trois périodes qui déterminent l'histoire de la statistique du Cameroun. La première est celle qui commence avec le protectorat allemand, qui va de 1884 à 1916. Et celle-là est très mal connue à cause de la barrière de la langue, parce que les archives sont écrites en allemand ancien, le gothique, qui n'est pas facile à déchiffrer. Alors, la deuxième étape de, 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 de l'histoire de la statistique du Cameroun commence en 1916 avec le couple franco-britannique jusqu'en 1960. Il faut noter que la France et la Grande-Bretagne héritent du Cameroun après la Première Guerre mondiale, suite au traité de Versailles. La France et la Grande-Bretagne obtiennent le mandat de diriger le Cameroun et de le conduire vers les chemins du développement jusqu'à l'octroi des indépendances. Si je dois reprendre ici l'intitulé du livre de Elie Etoga. Donc, la Grande-Bretagne est la première à implémenter la statistique au Cameroun sous mandat britannique, parce qu'il faut savoir que la France et la Grande-Bretagne se sont divisées le Cameroun. La Grande-Bretagne a obtenu le 5e du Cameroun, tandis que la France a obtenu les 4/5 du Cameroun. Et le pays a donc été divisé en ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on a appelé le Cameroun occidental, qui est
situé à l'ouest du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria, et le Cameroun oriental, le Cameroun occidental ou Cameroun anglais, quand on veut être, quand on veut parler plus simple, Cameroun anglais, et le Cameroun oriental ou Cameroun français qui se trouve à l'est du Cameroun anglais. Donc, la Grande-Bretagne est donc la première à implémenter le système de statistique au Cameroun à partir du recensement de 1921, à la suite des recensements qu'elle avait déjà commencé au Nigeria. Et il me semble, si mes souvenirs sont exacts, les premiers recensements que la Grande-Bretagne a fait au Nigeria datent des années 1895 ou 96, je ne me souviens plus. Mais toujours est-il que le deuxième recensement date de 1911 et le troisième recensement auquel le Cameroun fait partie date de 1921. Et si vous allez faire la remarque que la Grande-Bretagne avait déjà initié dans ses colonies sa tradition statistique qui l'amenait à faire les recensements tous les 10 ans. Donc, en 1921, le Cameroun qui est introduit administrativement au Nigeria, va bénéficier de ce recensement-là qui est sous la supervision d'un certain Talbot. Alors, je suis désolée, ouais, je vous coupe, mais quand vous nous donnez des noms, les noms d'auteurs en particulier, est-ce que ce serait possible de les écrire? Donc, parce que sinon, ouais. Et alors, tant qu'à faire, je vous coupe encore. Vous avez cité un livre sur justement l'histoire des mandats, là, je ne sais pas quoi, c'était le livre de X et X. Eh ben, si vous pouviez nous écrire ces noms, parce que sinon, pour nous, on est un peu perdus. D'accord, je vais le faire. Je vais le faire tout en expliquant. Ok, bah oui, c'est pas facile, mais bon. Ou alors vous le mettrez tout à l'heure, mais bon, il faudrait qu'on ait plus de clarté dans le. Donc, on a le recensement de 1921 est sous la supervision de Pi et Talbot. C'est Talbot. Oui, c'est bon. Très bien. J'oublie un peu les prénoms parce que ça doit Oui, être c'est pas. Emery Percy ou Emery quelque chose. Talbot en 1921. Et là, il s'agissait de faire un recensement exhaustif de la population. Et compte tenu du fait que c'était un anthropologue anglais, il a introduit dans le recensement des études sur les communautés au Nigeria et au Cameroun. Par la suite, le deuxième recensement a eu lieu en 1932 sous la coupole cette fois de S.M. Jacob. S.M. Jacob, qui était le census officer. S.M. Jacob, il était le census officer de 1932. Mais ce recensement-là, pour le Cameroun, a une particularité parce que les études ont été confiées à un statisticien du nom de H.B. Cox. Alors, c'est H.B. Cox qui a fabriqué les statistiques de 1932 pour le Cameroun. Et
il faut souligner que ces chiffres ne sont pas véritablement des études, ce sont des compilations. Ce sont des compilations chiffrées. Alors, le troisième recensement pour le Cameroun est celui que je peux qualifier du recensement le plus scientifique, s'est déroulé en 1953. 1953 et c'était sous le census officer s'appelait Stuart Williams. Stuart Williams est celui qui a réalisé le recensement le plus scientifique qui a existé au Cameroun occidental parce que dans ce recensement, il y avait, vous avez l'économie, vous avez le recensement démographique, vous avez le recensement agricole, vous avez le recensement industriel, et vous avez également euh, bon, ça ne me revient pas, mais c'était le recensement le plus scientifique parce que si vous voyez, si j'avais encore les données sur moi, j'allais vous montrer certains chiffres où vous allez voir le gap qu'il y a entre 1932 et 1953. C'est-à-dire que la population a quasiment doublé en 1953 parce que en ce moment-là, Stuart Williams avait, contrairement aux autres années, il avait utilisé près de 40 000 agents recenseurs pour effectuer ces recensements-là. Donc, je peux dire que c'est le recensement le plus scientifique qui a été qui a été effectué au Cameroun occidental. Maintenant, en ce qui concerne le Cameroun oriental ou Cameroun français, il faut souligner que les archives que nous avons à notre présence sur les chiffres au Cameroun datent de 1923, sous la gouverne du commissaire Paul Marchand, du commissaire Marchand. Alors, je vois une question. Le recensement en 1953 est fait par un Britannique dans la partie française. Non, je parlais du recensement dans la partie occidentale du Cameroun, dans la partie britannique du Cameroun. Et maintenant, je vais parler du recensement, je parle de la statistique dans la partie française du Cameroun. Parce qu'il faut souligner, je ne sais pas si je dois reprendre, que le Cameroun est je ne sais pas si je dois dire une dualité politique, c'est-à-dire qu'il y a deux pays qui ont bénéficié du mandat de conduire le Cameroun vers le chemin du développement. Il y a d'un côté la France et de l'autre côté la Grande-Bretagne. Voilà. Euh, euh, Donc, par la suite, j'étais en train de parler du recensement de la statistique française et je disais que les chiffres, les premiers chiffres que nous avons qui concernent le Cameroun oriental datent de 1923 sous la gouverne du gouverneur Paul Marchand. Je ne sais pas si je vais vraiment, je ne sais pas si j'ai bien écrit son nom. Du gouverneur du commissaire Paul Marchand. Mais les statistiques officielles du côté du Cameroun français datent du 20 novembre 1946, date de création du premier service de statistique au Cameroun intitulé Service local de statistique générale. Le service local de statistique générale, dont le premier chef-service est Gérard Théodore, s'appelle Gérard Théodore. Le premier chef-service s'appelle Gérard Théodore.
Par la suite, Gérard Théodore il sera le seul statisticien dans ce vaste chantier de la statistique au Cameroun. Et c'est lui il va passer le témoin en 1952 à Jean-Marie Caillès. Je pense déjà avoir écrit Jean-Marie, oui. voilà, à Jean-Marie Caillès. Et Jean-Marie Caillès qui va prendre le relais de 1952 à 1967. Alors, du coup, il n'y a pas de recensement démographique au Cameroun français pendant toute la période du mandat. Si, il y en a. Il y a il y en a eu, j'en venais justement. Il y a des recensements qui sont faits à partir de 1952. Donc, mais ces recensements ne sont pas généraux. Ce sont des recensements par localité. Vous avez le recensement de la population, le recensement de la ville de Douala, recensement de la ville de Yaoundé, recensement de la ville de Mbalmayo, recensement de la ville de Bolova. Et ces recensements, je dois le dire, ces recensements sur le plan politique sont ciblés parce que Douala, Yaoundé ou Mbalmayo sont à peu près des villes qui reflètent sur le plan politique des rebelles. Et c'est pour cela que ces recensements-là sont généralement initiés dans ces villes-là. Donc, euh, alors, là, vous avez posé une question sur la gestion du territoire. Je dois dire qu'il y a deux administrations. Il y a une administration indirecte qui se déroule au niveau du Cameroun occidental, ce qu'on a appelé en anglais indirect rule. Par contre, au Cameroun français, il y a une administration directe. Donc, là, si j'ai bon souvenir, l'une des questions consiste en quoi une autonomie c'est en Dans le quoi chat, question du chat, c'était? je suis en train de la chercher. Voilà. En quoi consisterait en gros une autonomie statistique camerounaise? Pour faire court, une autonomie statistique camerounaise consisterait à balayer les réalités camerounaises. Parce que dans mon exposé tout à l'heure, si vous avez suivi, vous allez vous rendre compte d'abord que sur le plan méthodologique, euh, le Cameroun essaye d'adapter des théories qui viennent d'ailleurs. Le Cameroun n'a, euh, le Cameroun ne tient, ces théories ne définissent pas vraiment la réalité que vivent les populations camerounaises. Depuis le premier recensement de 1921 au Cameroun occidental, ces problèmes ont essayé d'être réglés avec l'administration, avec les services de statistique anglais, qui ont essayé tant bien que mal d'adapter leurs théories et parfois même de les laisser, d'en inventer des nouvelles pour essayer de comprendre la réalité des sociétés africaines, notamment celles dont ils avaient, celles dont ils avaient en charge l'administration. Mais ce n'était pas vraiment le cas pour le Cameroun français, où la politique française était directement appliquée et oubliant les réalités locales. Je vais prendre un exemple. Si vous allez, par exemple, dans le recensement de 1953, vous allez voir au niveau de la catégorie, de la catégorisation des catégories socio-professionnelles, vous allez vous rendre compte que dans les résultats des recensements, les statisticiens ne prennent en compte que les métiers qu'ils trouvent sur place.
vous allez voir, vous allez avoir des métiers de vignerons, coupeurs de noix de palme, chasseurs de rats, peut-être voire même prostituées. Vous allez voir, je ne sais pas, euh, ils sont allés jusqu'à déterminer le nombre de voyous qui existaient dans la partie occidentale. Ils ont quasiment fait fi des théories anglaises sur le territoire camerounais. Ce qui est tout le contraire de la France, qui a imposé au niveau de sa politique d'assimilation, imposé des métiers aux Camerounais. Elle n'a pas pris en compte ce qu'elle a trouvé. Elle a imposé des métiers. Je vais vous prendre un exemple. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Il y a un nouveau métier au Cameroun qui a soulevé les tensions sociales. Ça n'existe pas en France. Ça s'appelle le métier de moto-taxi. C'est-à-dire des gens qui utilisent de la moto qui transforment des motos en taxi. Moto-taxi. Cette catégorie socio-professionnelle, bien qu'elle arrive à soulager les tensions sociales, n'est pas prise en compte par la statistique camerounaise. Vous n'allez pas voir écrit quelque part dans un ouvrage statistique ou des résultats statistiques, catégorie moto-taxi, tel nombre. Non. Si vous voulez avoir les résultats sur les moto-taximens, comme nous les appelons ici, moto-taximens, il faut aller au niveau de la douane et essayer de voir le nombre de motos qui sont ancrées au Cameroun. Et c'est à partir de cela que vous pouvez avoir une estimation du chiffre qui concerne la catégorie des motos-taximens. C'est pour cela que je parlais de l'autonomie des statistiques, parce que si les bailleurs de fonds n'avaient pas imposé leur méthodologie au niveau des enquêtes, je suis sûr que les enquêtes qui devaient être réalisées par les Camerounais devraient effectivement prendre en compte les réalités camerounaises, les réalités sociales camerounaises. On a l'impression que les statistiques du Cameroun continuent d'être dirigées depuis l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a une épée de Damoclès qui plane sur les statistiques du Cameroun depuis 1976 et qui est liée au financement. Celui qui finance impose sa méthodologie. Et dans la partie anglaise, on a où est-ce qu'on conserve des catégories statistiques héritées du mandat? Les catégories statistiques héritées du mandat ont été noyées dans les politiques, ont été noyées dans ce que j'ai appelé dans le statut de non-alignement auquel le Cameroun s'est engagé. Il n'y a pas eu une véritable continuation de ces catégories socioprofessionnelles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, ça c'est mon analyse personnelle, si vous avez entendu parler au Cameroun de la crise du Nord-Ouest, de la crise ce qu'on appelle du Nord-Ouest, Nord-Ouest-Sud-Ouest au Cameroun, qu'on appelle généralement la crise du Nozo ou la crise anglophone. C'est parce qu'en réalité, pour moi, il y a ces deux systèmes politiques qui ont été mis en place, l'un par la Grande-Bretagne et l'autre par la France. Ces deux systèmes politiques essayent de se mettre ensemble. Et c'est cette guerre, en fait, qui continue sur la partie du Cameroun occidental. Si vous entendez qu'il y a des revendications, c'est parce qu'en réalité, leur civilisation, entre guillemets, a été noyée dans la civilisation du Cameroun occidental. Donc, l'indirect rule qu'ils ont pratiqué, où ils avaient carte libre, par exemple, dans le domaine statistique que je connais le plus, carte libre de faire des enquêtes endogènes, de mener des enquêtes endogènes. Cela n'était plus possible lorsque le Cameroun s'est réunifié en 1961. Et cela a encore continué lorsque le Cameroun s'est unifié jusqu'à ce qu'il devienne une république à partir de 1984, je crois. Donc, ces politiques-là, cette façon de vivre-là, je veux dire, ces concrétisations de la statistique anglaise ont été noyées dans la statistique publique
française. C'est pour ça que j'ai parlé dans mon exposé d'une coloration à dominance française. Et c'est ce qui est certainement à l'origine de certains problèmes que nous vivons au Cameroun aujourd'hui, certains problèmes politiques, certaines tensions sociales, parce qu'il y a deux cultures qui s'affrontent. Il y a une culture que je peux dire qu'elle est pratiquement concrète, parce qu'à l'intérieur, on voit exactement les réalités camerounaises. Et il y a une autre culture qui vient de l'extérieur et qui est considérée par d'autres Camerounais comme une culture floue parce qu'en réalité, elle n'est pas assez transparente. Elle n'est pas assez transparente. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle ne décrit pas véritablement les réalités sociales du Cameroun. Merci. Il y a une autre question. Dans le chat, pourriez-vous mettre à notre disposition des ouvrages sur les données statistiques, sur l'histoire coloniale? Est-ce que vous avez des références bibliographiques? Pas évident comme bon, vous en avez cité. Bon, je vois une question. Pourquoi le métier de moto-taximène euh, n'est pas pris en compte donc? Le métier de moto-taximène n'est pas pris en compte parce qu'il ne fait pas partie des catégories ou des catégories occidentales. Et ça peut paraître brutal, mais c'est la réalité. Il ne fait pas partie des catégories occidentales. Parce qu'en fait, ceux qui constituent la statistique aujourd'hui sont ceux qui ont étudié à l'Occident. Et ils appliquent les méthodes qu'ils ont apprises en Occident. Donc, du coup, la revendication que nous nous faisons, c'est qu'ils se penchent également vers les réalités qu'ils vivent eux-mêmes au quotidien. Et cette catégorie de personnes, elles sont nombreuses, elles ne sont pas prises en compte parce qu'il y a une imposition des bailleurs de fonds sur la méthodologie à exécuter. Bien, même si intérieurement, les statisticiens savent bien qu'ils doivent prendre en compte la réalité sociale, ils sont imposés par des bailleurs de fonds parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour mener des enquêtes. Et lorsque on dit celui qui détient la finance détient le pouvoir, lorsque quelqu'un finance, il impose sa méthodologie. C'est pour ça que vous n'allez pas trouver cette catégorie. Et cette catégorie, je vais dire, à la limite, elle est péjorative au niveau du Cameroun parce que à l'intérieur de ces personnes, si vous allez faire une enquête vraiment exhaustive, vous allez trouver des diplômés de l'enseignement supérieur qui deviennent des mototaximènes. Et c'est pour ça que je parlais du fait que ça assouvit les tensions sociales. Mais le fait de leur révéler, de dire par exemple qu'il y a des titulaires de doctorat qui arrivent à faire la moto-taxi le soir, c'est un peu honteux. C'est un peu honteux. Et du coup, le Cameroun fait les efforts de cacher sa misère, mais bon, euh, c'est pas comment, je ne sais pas comment continuer à l'expliquer. Peut-être pas trop, mais c'est aussi l'économie informelle. C'est aussi on est dans l'économie informelle que la statistique ne perçoit pas. Enfin, très rarement aussi, non? Je ne pense pas qu'il soit déclaré. Enfin bon, bref, Tout à voilà. fait. Ouais. J'avais une autre question pour revenir un petit peu pour toujours ceux qui préparent le CAPES là. Est-ce que vous pourriez nous donner les attentes? Quelles sont les attentes finalement des organisations internationales quel est le cahier des charges de ceux qui ont un mandat? Qu'est-ce qu'ils doivent donner, rendre comme compte la France, la Grande-Bretagne? Quelles sont les statistiques, les informations qu'ils doivent donner du coup, aux organisations internationales? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je voudrais dire, d'abord, ça dépend généralement en fait, les statistiques permettent d'abord de catégoriser les pays, premièrement. Et la question qu'on se pose généralement, c'est sur quelle base est-ce on catégorise les différents pays? Donc, si le Cameroun veut obtenir, je ne sais pas, un financement quelconque, il doit s'arrimer
il doit répondre à certaines questions dont ont besoin des bailleurs de fonds et qui généralement ne rentrent pas dans le fond des problèmes des Camerounais eux-mêmes. Donc, je voulais dire que c'est une question de financement, c'est une question d'aide, c'est une question d'aide au développement, c'est le mot que je cherchais. C'est une question d'aide au développement qui parfois ne tient pas en compte des réalités sociales. Mais malgré le fait que parfois, dans l'imposition de la méthodologie, vous allez retrouver des secteurs où on demande, comme je l'ai cité tout à l'heure, où on demande d'avoir la vie des populations pour avoir accès au financement. Donc, et de travailler également sur les questions de genre. Donc, on doit avoir la question de genre dans les résultats des enquêtes si le Cameroun veut avoir des financements. Mais c'est pas généralement, c'est pas des enquêtes qui sont menées pour résoudre des problèmes, non. C'est des enquêtes généralement qui sont généralement menées pour pour résoudre des problèmes au niveau administratif uniquement. Et pendant les mandats, Eric, et pendant les mandats, avant l'indépendance, avant 45, quelles étaient les attentes, quels étaient les cahiers des charges des mandataires? Qu'est-ce qu'ils devaient rendre des comptes? Et dans ces comptes, qu'est-ce que l'on mettait? Du coup, comment peut-on expliquer que le côté français ait fait aussi peu de statistiques finalement? Parce que normalement, ils devaient rendre des comptes à la tutelle. Avant 45, avant 1945. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait aussi peu, du coup, d'enquêtes, de recensement, de connaissances, finalement, des capacités, je ne sais pas moi, enfin, des ressources disponibles au Cameroun? Visiblement, la France n'y connaît rien avant 1945, s'il y a très peu d'enquêtes. Comment est-ce qu'ils arrivaient à remplir leur charge, quoi? Alors, premièrement, c'est une question liée à la tradition. Pour ce que je sais, entre la France et la Grande-Bretagne, la France n'a pas vraiment cette grande culture de la statistique au début du 19e siècle. Il n'y a pas vraiment cette grande culture de la statistique au début du 19e siècle, contrairement à la Grande-Bretagne qui fait évoluer les statistiques d'abord au niveau universitaire. Ensuite, si vous prenez euh, au niveau de l'administration locale, si vous prenez si je prends l'exemple sur ceux qui mènent les statistiques dans les deux territoires, vous allez vous rendre compte que au Cameroun occidental, ce sont les universitaires qui mènent des enquêtes. Par contre, au Cameroun oriental, premièrement, ce sont des administrateurs coloniaux qui mènent des enquêtes. Ils ne sont pas vraiment outillés pour répondre à la question statistique. Et la plupart d'entre eux en entendent parler quand on leur demande des chiffres, d'envoyer des chiffres. Ils se disent, bon, par où est-ce qu'on va commencer et tout. Donc, pour moi, c'est d'abord une question de tradition. Par la suite, c'est une question de politique. Il y a deux visions. Il y a la première vision, celle de la Grande-Bretagne, qui est d'exploiter qui respecte les clauses du mandat. Par exemple, elle se dit, bon, on nous a donné mandat d'un territoire à développer, nous allons essayer de le développer. Maintenant, il y a de l'autre côté cette volonté politique-là qui ne s'arrête pas au niveau des clauses du mandat. Il y a une volonté politique de s'accaparer du territoire. De s'accaparer du territoire. Et si je peux ajouter une troisième explication, c'est au niveau des exploitations coloniales. Il y a une première partie qui dit, bon, moi j'exploite et puis le moment venu, je rentre chez moi.
Et il y a une autre volonté politique, celle surtout au niveau du Cameroun oriental, qui se dit, moi, je ne me rentrerai pas, je vais m'installer. Si au besoin, bon, je vais former une communauté ou alors je vais en faire mienne les terres, je vais en faire mien le territoire. Donc, il y a cette vision politique-là qui sont concrètes et, et qui apportent la différence au niveau de l'implémentation des statistiques ou au niveau de l'implémentation des enquêtes statistiques. Merci beaucoup. Des questions dans le chat? Oui, pour rebondir, d'où viennent donc les statistiques sur les mototaximens souvent données par le chef de l'État dans ses discours? Il faut dire que cette catégorie socio-professionnelle en a eu marre d'être abusée et s'est confectionnée en syndicats. Et ce sont ces syndicats-là qui se battent tant bien que mal pour obtenir les statistiques. Vous, vous ne verrez pas dans une publication officielle le nombre de mototaximens de certaines catégories de socioprofessionnels. Je peux encore prendre la catégorie des vendeurs ambulants. Vous n'allez pas voir le nombre de vendeurs dans une publication officielle. Il y a une autre catégorie qu'on appelle les callboxeurs, c'est-à-dire ceux qui vendent du crédit au bord de la rue. Pourtant, c'est un métier qui a soulevé les tensions. Vous allez les voir répertoriés officiellement nulle part en dehors de leur syndicat. Alors, est-ce que la statistique du Congo-Brazzaville a le même problème? Exemple du moto-taxi, du moto-taxi. Écoutez, ça, je n'en sais absolument rien, mais par déduction, je peux me dire que les réalités sont les mêmes partout en Afrique centrale. Nous vivons pratiquement les mêmes problèmes au niveau politique, au niveau économique et au niveau social. Et nos attentes sont pratiquement les mêmes. Donc, aujourd'hui, la considération du sexe par les statistiques des financeurs internationaux ne correspondrait pas au problème actuel du Cameroun si si, si, si. Je voudrais dire que il y a un côté, il y a un côté péjoratif, il y a un côté amélioratif. Le côté amélioratif, c'est que au moins il y a une exigence des bailleurs de fonds. Mais le côté péjoratif, c'est que nous, au Cameroun, nous pensons que cela devrait plutôt venir de nous. Cela ne devrait pas nous être imposé. Il faudrait que nous-mêmes nous pensions à catégoriser s'il faut encore prendre l'exemple des catégories socio-professionnelles, nous-mêmes, nous devons commencer à catégoriser ce que nous avons comme métier ou ce que nous utilisons ici, ou nos réalités. Nous devons apprendre nous-mêmes à chiffrer nos réalités. Et là, ça va nous donner plus d'autonomie. En Thaïlande, Vietnam, le métier de moto-taxi, par exemple, est-il dans les statistiques des États concernés? Ça, je ne l'ai pas vérifié parce que je parle du Cameroun, je parle des réalités camerounaises, je n'ai pas vérifié. Chaque année, la France, tout comme la Grande-Bretagne, devait rendre compte de l'évolution politique et économique du Cameroun dans un rapport annuel à l'attention à la SDN. Dans ces rapports, il y avait des données chiffrées qui renseignaient d'une certaine manière sur la population et les activités économiques. Ça, c'est du Cameroun anglais. En ce qui concerne les populations, les recensements étaient faits par les administrateurs dans les subdivisions. S'agissait pour la plupart des recensements de classer les populations par groupe ethnique, oui, par catégorie socio-professionnelle, oui, dans le Cameroun anglais, lesquels étaient limités à plusieurs niveaux, oui. Les recensements nationaux n'existaient pratiquement pas, oui. Les chiffres nationaux sur la population étaient la combinaison ou l'addition des données remontées par les chefs de subdivision, oui. Je ne sais pas s'il y a une autre contribution. Chiffrer soi-même sa réalité semble nécessaire en effet, mais qu'est-ce qui empêche de le faire? Le financement. Le financement,
Parce que, voyez-vous, le Cameroun, depuis son indépendance, a déjà effectué trois recensements démographiques d'envergure nationale, le recensement de 76, de 1976, le recensement de 1987 qui a été buté par le financement et le recensement de 2005. Depuis 2005, le Cameroun n'a plus effectué de recensement démographique. Donc, c'est une question de financement parce que le recensement coûte extrêmement cher. Alors, j'ai ma machine qui est importante. Je voudrais continuer. Est-ce que vous pouvez me lire la suite des questions, s'il vous plaît? Il n'y en a plus. Ah, sauf s'il y en a un début auquel, oui, peut-être, oui, alors tous les pays qui sont sortis, à votre avis, avec, enfin, bon, voilà, il y en a une nouvelle, mais moi j'aurais voulu juste un complément bibliographique, si c'était possible. Est-ce que Pardon? si vous aviez à conseiller un ouvrage pour des gens qui préparent un cours ou un article sur justement la statistique sous les mandats, par exemple, jusqu'en 1960, à quel ouvrage pourriez-vous renvoyer? Une petite référence bibliographique. Je ne vous ai pas entendu, Béatrice. En termes de bibliographie, un ouvrage, un livre, Sur la statistique coloniale oui. S'il y en a, hein, je ne sais pas. au Oui. Cameroun, Ouais, ou en Afrique, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de choses en fait. aïe, 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 c'est vraiment difficile, Béatrice. C'est vraiment... C'est parce que c'était une demande du chat. Ah, d'accord, c'est vraiment difficile. Mais par contre, vous pouvez trouver plusieurs articles dans Chiffre Empire. Oui, regardez sur le site, le blog. Il y a des choses, bah oui, bien sûr. Je vais juste mettre le lien. Hop, Chiffre Empire, c'est un blog sur hypothèse.org. Et là, vous avez des informations, vous avez justement d'autres séminaires qui ont été filmés et qui ont été enregistrés, souvent sur YouTube, donc vous pouvez trouver des choses. Et il y a aussi sur Chiffre Empire un certain nombre de conférences qui ont été faites. Donc voilà, vous pouvez, mais la bibliographie, c'est vrai, on en avait commencé une sur Chiffre Empire. Il doit y avoir quelques traces. Mais alors sur les statistiques au Cameroun pendant les mandats, là, c'est peut-être un peu. Mais Je regarde. pour ce qui concerne les ouvrages sur la statistique durant la période de mandat à la tutelle, c'est vraiment difficile parce que, Ouais. surtout au niveau du Cameroun, il y en a pas vraiment, il y en a pas. Il y en a pas. Par contre, vous pouvez, pour ce qui concerne le Cameroun indépendant, aller simplement sur le site de l'Institut national de la statistique, c'est ins.org en minuscule. Je vais aller sur le chat. Là, ins.org. Et vous pourrez donc télécharger enfin, des chiffres sur le Cameroun post-indépendant. Des ouvrages, je veux dire, des ouvrages. Bon, ici, bon, je ne sais pas si je peux citer ce que j'ai utilisé ici, après les indépendants. Vous avez, par exemple, consommation et conditions de vie des ménages à Yaoundé, comptes nationaux du Cameroun, compte économique du Cameroun. Par contre, il y a un ouvrage, vous pouvez avoir l'article de Oleg Arkhipov. Je vais dire, Vous pouvez l'écrire, oui. oui.
Cet article-là, vous pouvez l'avoir en ligne. Petite chronologie là, de Marius. Donc ça, vous pourrez vous en inspirer. Et puis Le voilà. Cameroun a été une colonie, même si la France et la Grande-Bretagne l'ont administré. Je me suis attelé à le rappeler à chaque fois. C'est pour ça que je parle de mandat et de tutelle et je parle Oui, de oui, protection. oui. Oui, complètement. Oui. Oui. Je sais qu'au Cameroun, on est très jaloux de cette question. C'est une erreur que je ne peux pas commettre, puisque moi-même, je suis jaloux, très jaloux de cette question. Le Cameroun n'a pas été une colonie française ou une colonie britannique. Le Cameroun a été sous protectorat allemand et puis il a été sous mandat français et sous mandat de la Grande-Bretagne, puis sous tutelle française et puis sous tutelle de la Grande-Bretagne. Pour la bibliographie, il y a aussi un certain nombre de rapports qui sont les rapports du Bureau international du travail ou bien de l'ONU sur le Cameroun. Vous trouvez des choses en ligne. Donc, je peux peut-être mettre. Il y a un site, c'est complètement gratuit, évidemment. Et c'est là, vous avez beaucoup de choses. Hein. C'est l'UNOG, par exemple, Genève. Donc, ce sont les Nations Unies de Genève. Toute leur documentation est en ligne. Donc, vous allez vous taper UNOG Genève et vous tombez sur un certain nombre de rapports, un certain nombre d'enquêtes hein, qui sont faites alors sur le Cameroun et sur beaucoup de territoires, évidemment. Et vous avez aussi le site de l'ILO, donc le Bureau international du travail, c'est aussi Genève. Alors, bon, évidemment, ce sont des rapports, on a de la littérature grise, mais il n'empêche que vous avez quand même là pas mal d'informations sur ces territoires, dont le Cameroun. Hein, voilà. Donc, c'est ce à quoi on peut accéder en ligne, à défaut d'aller à Genève, dans les archives, évidemment, du BIT ou des institutions de la SDN. Alors, quelqu'un m'a posé la question si j'ai écrit. Je voulais dire que bon, j'ai défendu ma thèse en 2020 et là, j'ai publié des articles j'ai écrit des articles qui sont en voie de publication. Donc, on souffre d'attendre un peu et puis bon, lorsqu'ils seront publiés, vous aurez enfin tout sur la statistique coloniale au Cameroun. Vous aurez toutes les informations sur la statistique coloniale au Cameroun. Et ce sera diffusé par le blog Chiffre Empire, évidemment, hein, s'il y a une Oui, évidemment, publication. oui. Oui, ça, on peut envoyer les liens et tout ça. Et voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon, bah, Eric, on va te remercier beaucoup pour cette intervention riche, hein, bon, qui dépassait sans doute un peu les attentes hein, des gens du CAPES, mais bon, je pense qu'on apprend beaucoup aussi justement, hein, sur le rôle et puis l'impact des statistiques, qu'elles soient camerounaises ou d'ailleurs, mais c'est encore plus précis pour le Cameroun et pour d'anciens territoires là qui ont été sous mandat. Euh, donc, merci beaucoup. Tu interviendras au colloque, il y a un colloque dans pas très longtemps, en décembre, le 19 et 20 décembre, sur les chiffres en situation coloniale, mandataire, post-coloniale. Donc, et là, il y aura normalement une publication à la suite. Bon, là, ça fera aussi un article en plus, quoi, disons, un chapitre d'ouvrage en plus. Merci. Et puis, bah, du coup, je vais enregistrer. Je vais fermer l'enregistrement, que je ne me trompe pas. Et voilà. Donc, je ne suspends pas, mais j'éteins en